Bonsoir, merci infiniment pour cette belle introduction. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux malgré le magnifique soleil qui est dehors. Il va continuer à briller pendant ces prochains jours, donc ne vous inquiétez pas, séance de rattrapage dès demain. Je suis extrêmement heureux également de voir un tel intérêt par rapport au cycle des conférences qui était donné par rapport à la civilisation et la culture coréenne. Vraiment un sujet extrêmement passionnant, dont je ne me lasse pas de découvrir de nouvelles facettes de jour en jour. Et puis, j'ai été extrêmement honoré de voir le sujet qui m'a été proposé, quelques traits spécifiques par rapport au cinéma coréen. Ouf, Bastien, toi, tu n'as qu'une heure. Ah. Donc déjà, on va devoir réduire le champ des infinis sur pas mal de choses. J'ai essayé de brosser assez large, donc je vais puiser dans pas mal de choses. Il y a une heure qui est dédiée par rapport à cette présentation, et puis une demi-heure, on va voir plus si affinité par rapport à un débat, par rapport à d'éventuelles questions que vous pourriez avoir. Je posais la question à mes amis facebookiens de ce que eux trouvaient était la spécificité du cinéma coréen. Alors dans le top 3, j'ai eu eh bien, il faut un viol par film. Numéro 2 était il faut quelqu'un qui ait une maladie incurable. Et numéro 1, il faut un monsieur avec un marteau. Genre, ce monsieur-là, qui est quand même parmi les icônes représentatives du grand public français. Il y a quelqu'un d'autre aussi, voilà, ce jeune homme qui s'acharne à la fin de The Chaser. Et on m'a envoyé également cette image-là, qui est en fait The Hammer Girl. C'est la toute petite première représentation de ce que sera un film indonésien, The Raid, le film d'action parmi les plus attendus en ce moment, qui est actuellement en tournage. Et donc, là, on voit déjà la réappropriation d'un cinéaste indonésien, enfin il est écossais mais il tourne en Indonésie, et on voit déjà l'influence qu'a aujourd'hui le cinéma coréen à travers le monde par rapport à des sujets assez iconiques. Bon, bien sûr, tout ceci est assez caricatural, un peu exagéré, en même temps, mes amis, et pour cause, n'ont pas si tort que ça. Encore une fois, on ressort toujours le film Old Boy, dont était tirée la photo du premier monsieur. Et je me suis souvenu que lorsque j'ai commencé à étudier le cinéma coréen, j'étais particulièrement frappé par toutes les histoires résumées, puisqu'il subsiste très peu de témoignages par rapport au premier film, mais l'histoire de viol qu'on a pu avoir dans le cinéma coréen dès les débuts. Quelque chose d'assez étonnant quand même de savoir ça dès les années 20. Et donc je me suis replongé avec délectation, non pas par rapport à ce sujet-là, mais en général, dans l'histoire du cinéma coréen. Et effectivement, on va y trouver des séquences assez étonnantes. Donc quelque chose d'assez historique. Et j'ai envie de commencer déjà par rapport à quelque chose d'historique pour se baser. Et je pense que le cinéma coréen, justement, ne peut pas se dépareiller de l'histoire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a grandi ensemble, qui a extrêmement influencé le cinéma coréen tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. L'histoire en général et l'histoire du cinéma coréen. L'histoire qui n'était pas sans mal, malheureusement je vais devoir revenir sur une période assez douloureuse de l'histoire, qui est la fin du 19e siècle. Vous n'êtes sans doute pas sans le savoir, la Corée a été occupée par le Japon. Quelques dates justement pour mettre en parallèle l'histoire et l'histoire du cinéma coréen. En 1994, la signature du traité d'alliance militaire entre la Corée et le Japon pour justement penser à éviter une éventuelle invasion chinoise et qui a malheureusement ouvert vers une occupation japonaise de la Corée. En même temps, en 1895, on avait la première représentation publique du cinéma, évidemment, ici à Paris, et dès 1897, les premières projections publiques de cinéma en Corée. Donc le cinéma a fait son entrée assez rapidement en Corée.
Ensuite, encore une fois, par rapport aux dates, nous avons en 1904 la colonisation de la Corée et en 1910 l'annexion qui a été signée de la Corée par le Japon. Le cinéma va donc connaître un premier frein, si vous voulez. Déjà, la Corée ne n'est pas forcément le pays le plus prospère. En tout cas, le cinéma n'était pas une priorité dans ce qui était cherché à être développé. Et encore une fois, l'occupant japonais, évidemment, avait d'autres priorités dans un premier temps que de développer le cinéma. En revanche, c'est quelque chose d'extrêmement populaire à l'époque. Il y a importation de films européens, américains, beaucoup de films italiens en provenance d'Italie et de France, et le public vient en masse. Et donc évidemment ça va intéresser le Japon assez rapidement, déjà par rapport à une donnée économique, donc il voit qu'il y a une certaine industrie à développer, et puis également dans un autre but évidemment, un outil, un moyen d'expression, quelque chose par lequel on peut amener certaines idées propagandistes. Alors là, je vais prendre vraiment des pincettes, si vous n'allez pas m'en vouloir. Si on veut voir quelque chose de positif, et encore une fois, vraiment je le mets entre guillemets, par rapport à ce développement qu'on peut avoir d'une certaine industrie par les Japonais, c'est qu'à l'époque, la cinématographie japonaise est parmi la première au monde. Et ils vont même prendre la première place par rapport à une production cinématographique mondiale dès la fin des années 1910, le début des années 1920, parce qu'il y a évidemment beaucoup moins de production européenne avec la Première Guerre mondiale, un certain affaiblissement et une restriction aussi des importations américaines. Et donc le cinéma japonais va prendre la première place dans une production cinématographique mondiale avec plus de 700 films qui seront produits chaque année durant les années 20. Donc ils ont une avancée, si vous voulez, technologique, un véritable savoir-faire qu'on va retrouver dans les films coréens qui ont survécu aujourd'hui. Ils sont extrêmement rares, malheureusement. Parmi près de 200 films produits entre 1919 et 1953, alors un peu plus loin, eh bien, il y a peut-être une petite dizaine qui nous est parvenue aujourd'hui. En revanche, les quelques extraits de films ou films en entier qui ont survécu font vraiment preuve d'une vraie maîtrise déjà cinématographique, d'un vrai savoir-faire et avec des surprises pour moi parmi les plus étonnantes de l'histoire du cinéma mondial à cette époque-là. Première date extrêmement importante, c'est 1919, la première fiction coréenne qui est produite. Alors là, on a différentes traductions de titres, etc. Je vais donner celle de Juste Vengeance. C'est un ciné-drama, donc pas un vrai long métrage encore à l'époque, mais un petit film d'une dizaine de minutes qui est projeté en fait en cours d'une représentation théâtrale. En fait, et sans donner des pièces de théâtre, et pas en tant qu'entracte, mais plutôt vraiment en interaction avec la pièce donnée, eh bien, va descendre, va être monté un écran de projection à un moment donné, et puis va être diffusé une séquence d'action, surtout à l'époque, en fait, d'une dizaine de minutes pour illustrer l'histoire qui se déroule sur les planches théâtrales. Et là, j'ai envie de faire un petit focus sur les théâtres, parce qu'encore une fois, dans beaucoup de pays, en fait, le cinéma est naturellement né par ce qu'on considère souvent l'ancêtre, en fait, le théâtre. Et justement, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, le cinéma coréen, c'est assez spécifique. Le théâtre est quelque chose de très profond dans la culture coréenne. On va grossièrement le résumer à deux grands courants qui ont existé du XIVe siècle, on va dire, jusqu'au XXe siècle. D'un côté, nous avons le magnifique Talchum, Chum qui se traduit par danse et Tal par masque. Et donc, c'est une danse masquée, quelque chose qui est extrêmement important.
j'ai quelques jolies photos, enfin je l'espère pour vous, pour illustrer. Nous y voilà. Hop. Voilà. Non, ça c'est des pinceries. Voilà, vous voyez bien des danseurs avec des masques, une très belle collection de masques liés à cet art-là. Et voilà mon petit préféré, avec des masques assez grossières. Un art extrêmement intéressant parce qu'en fait il permettait à des gens du public d'interagir avec des acteurs dits professionnels et ça revêtait un masque et puis ils pouvaient interagir, etc. Donc encore une fois, quelque chose qui mériterait un chapitre dédié à cet art uniquement. Et puis vous avez effectivement un second courant que vous connaissez peut-être aussi par le biais de quelques films, qui est le pansori. Donc j'avais une petite image là, donc qui en fait est très grossièrement également donc, une chanteuse qui va conter et chanter une certaine histoire et qui sera accompagnée par une deuxième personne qui va rythmer un petit peu ce conte. Donc ça c'est quelque chose, voilà. Donc ça c'était les deux formes théâtrales. À la fin du 19e siècle, on va s'ouvrir un petit peu à d'autres répertoires, comme dans beaucoup d'autres pays asiatiques, notamment le répertoire classique occidental, je pense notamment à Shakespeare, et toujours sous l'occupation japonaise, eh bien on va s'ouvrir à quelque chose qui s'appelle le Shimpa. Le Shimpa, qui littéralement traduit, s'appelle Nouvelle École, qui est un art théâtral qui est né au Japon en 1880 et qui était des histoires mélodramatiques faites sur des histoires assez réalistes sur des sujets contemporains, très souvent. En fait, si vous voulez, le Juste Vengeance, le premier film de 1919, s'intégrer donc dans un spectacle de Shimpa, en fait, était une action filmée pour illustrer la pièce en elle-même. Encore une fois, quel était le but des pièces Shimpa? C'était de donner des émotions extrêmement fortes au spectateur, notamment le pousser à pleurer. Donc on n'hésitait pas à accentuer le côté fortement mélodramatique. Ensuite, ça racontait souvent des histoires de personnages aliénés qui devenaient des martyrs, qui subissaient leur destinée, qui étaient opprimés et oppressés, et qui étaient face à, si vous voulez, une société immuable. Véritablement, ils subissaient la société et une sorte de fatalité, c'était comme une force supérieure, donc ça ne servait presque à rien de lutter contre ces véritables forces, il fallait se laisser s'adonner à son destin. Eh bien, quoi de mieux pour l'occupant japonais que d'accentuer ces histoires-là? Des personnages qui peuvent absolument rien contre le pouvoir en place, contre la société, qui sont condamnés à souffrir. Eh bien voilà, c'est quelque chose que les Japonais ont donc encouragé à représenter, tout d'abord par la voie du théâtre, ensuite par la voie du cinéma. Je vais vous passer un petit extrait pour me permettre de prendre quelques gorgées d'eau, mais aussi pour illustrer mes propos. Alors, je suis désolé, la qualité n'est pas superbe. Vous voyez sur le côté droit, en fait, les inscriptions, évidemment, c'est des caractères japonais, parce que dans un premier temps, tout le film qui était produit à l'époque, ça devait obligatoirement d'avoir un sous-titrage assez intéressant, en fait, c'est un côté-trage sur le côté droit pour les Japonais, et à partir de 1941, il n'y avait plus que des films tournés en langue japonaise. Une véritable mise en scène, déjà, vous voyez les personnages qui se reflètent dans le miroir, magnifique pour cette période-là. Hop là, je veux pas de toi, sale fourbe. Ah, un côté extrêmement moderne aussi, mode un peu accidental avec le chapeau, etc. Ça c'est à ma moustache un monsieur fourbe.
Hop là, je fais durer un petit peu le plaisir parce que c'est à ce jour le long métrage le plus ancien encore existant. Il s'appelle Sweet Dreams, Doux Rêve, il date de 1936. En gros, c'est l'histoire d'Aesun, un personnage féminin qui va plaquer son mari et son enfant pour s'enfuir et se réfugier dans les bras d'un jeune bellâtre à moustache et chapeau, que vous avez aperçu, qui va se rendre compte que derrière les belles paroles, évidemment, se cache beaucoup de vent et qu'au lieu d'être un millionnaire, eh bien, c'est un petit voyou et un caïd. Elle prend conscience, elle va le fuir, elle prend la voiture, signe de modernité, elle se lance à toute vitesse pour rentrer chez elle et elle écrase sa fille au passage, qui ne va pas mourir. En revanche, elle va se donner la mort, suicide. Donc pas d'histoire de viol, mais quelque chose quand même d'assez coton. Lorsqu'on dissèque cette histoire, on se rend compte qu'on a la narration parfaite du mélodrame. En fait, un personnage qui tente d'échapper à un certain destin, bon ou mauvais, qui en tout cas se réfugie, qui va vers un mauvais destin, qui va prendre conscience qu'elle a commis une faute et qui va tenter de s'en échapper, d'aller vers son bien. Et si l'on était dans un film américain, eh bien on aurait eu le happy end. Elle aurait retrouvé sa famille. Il y aura eu une scène de rédemption, bien sûr, mais encore une fois, ça se serait bien terminé. Dans le cinéma coréen, il n'y a quasiment pas de happy end connu. C'est-à-dire que le personnage, encore une fois, va vers son destin, et son destin immuable, sans souvent la mort, encore une fois. Et voilà la première très grande différenciation du cinéma coréen par rapport à beaucoup de cinéma asiatique de la même époque, et encore une fois, un cinéma aussi plus occidental. Et là, je vais enfin rentrer vers quelque chose de profondément coréen, parce qu'on a parlé assez des Japonais, encore une fois des Japonais qui ont peut-être jeté certaines bases, mais encore une fois, les Coréens se sont appropriés la chose avec bravoure et ont vraiment fait forger leur propre identité, comme vous allez le voir. D'où vient cette volonté de finir les choses tragiquement? Encore une fois, donc c'est toute cette voie Shimpa qu'on a vue, mais dans un autre registre, on a également un cheminement qui ressemble pas mal à pas mal d'histoires de Pansori, avec des fins tragiques. Et on va avoir quelque chose qui est pour moi particulièrement important et particulièrement difficile à résumer, surtout pour nos amis occidentaux, c'est un ressentiment. Un ressentiment qu'on l'on définirait par Han. Alors je cherchais différentes traductions littérales qui n'existent pas. Alors je trouvais c'est l'équivalent du portugais sodadé ou alors du spleen français. Et en même temps, ce n'est absolument pas ça. C'est en quelques mots, une assez belle définition que j'ai eue, c'est des sentiments de regret, de rancœur, d'amertume, de nostalgie également. Après certains sacrifices, des efforts non récompensés, des attentes déçues, des rêves évanouis, les sweet dreams qui n'en sont pas vraiment. Et c'est quelque chose qui que les Coréens en fait définissent eux-mêmes. Hein. On ne sait pas vraiment quand ce sentiment a pu naître. Certains historiens disent, eh ben, c'est normal, la pauvre Corée a failli se faire envahir à 934 reprises à travers l'histoire, donc forcément, au bout d'un moment, ils ont une certaine amertume, des regrets, etc. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça, qui s'est petit à petit forgé dans la tristesse. En tout cas, ça va... c'est vraiment extrêmement important dans la naissance de leur cinéma, parce que le cinéma naît encore une fois sous occupation japonaise, donc évidemment c'est une période pleine d'amertume, etc. Alors parfois, notamment en France, on cherche en temps de crise par s'échapper par de la comédie, pour justement faire oublier ses soucis, etc. Personnellement, le temps d'un film. Voilà, dans l'histoire du cinéma coréen, eh bien, on va retrouver ce sentiment
tout au long, et encore une fois, je ne l'associe pas forcément par rapport à cette période japonaise, parce que c'est quelque chose qui a subsisté après la fin de l'occupation. C'est un ressentiment qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui dans pas mal de films. Et encore une fois, là je reviens par rapport au mélodrame. Les mélodrames est encore aujourd'hui le premier genre du cinéma coréen, avec 50 à 70 films produits par an qui sont des mélodrames, là encore une fois dans un sens extrêmement large. Pour vous montrer l'ampleur aussi des mélodrames, surtout au début du cinéma, j'ai fait un bref tableau tout à l'heure. Ça c'était Cyprien qu'on a passé. Hop là, c'est un vilain tableau Excel, j'en suis désolé. Hop, extrêmement grand. Hop. Alors, bref, peu importe. Voilà, j'ai listé en fait tous les films qui se sont tournés au début, et donc vous voyez deux petites séquences d'action, parce que là c'était encore des fameux ciné-dramas en fait, mais ensuite on tombe dans le mélodrama, parce qu'en fait c'était drame et mélodrame, donc voilà, donc vous avez mélodrame, etc., parfois historical, mais très peu. Ah, voilà une petite comédie, ça a dû faire du bien. Mais encore une fois là, j'attire votre attention par rapport à ce qui se faisait dans le reste du monde à l'époque. C'est des films qui ont été produits, donc vous voyez, à partir de 1919, tout au long des années 20. Dans le cinéma américain, qu'est-ce qui primait à l'époque? C'était beaucoup de western, qui venaient encore des années 10. Ensuite, des choses plus slapstick, comiques, etc. Eh bien, on en trouve très peu, qui est une véritable singularité aussi par rapport à beaucoup de pays asiatiques. Et c'est un genre qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque quel était le succès 2013 pour l'instant? Eh bien, c'était un petit film qui s'appelle Miracle in Cell No. 7, qui est donc à ce jour le deuxième ou troisième plus gros succès du box-office coréen, qui est un mélodrame, mais pas que, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Très rapidement, pour finir avec ce côté un peu historique, je vais vous montrer l'évolution du mélodrame en fait à travers les décennies. Dans la période 1919 à 1945, les mélodrames c'était surtout des histoires d'amour tragiques, comme Sweet Dreams que je vous ai montré. Après la guerre, on va tomber dans ce qu'on appelle maintenant le second âge d'or, le premier étant l'âge d'or du cinéma muet. Le second âge d'or, qui était des mélodrames liés au développement du pays. Dans les années 50, on a connu le haut économique, et bien évidemment, souvent, l'économie joue également un très fort facteur dans le développement du cinéma. L'âge d'or tout court du cinéma coréen dans les années 60 va approfondir tout ce qui concerne le développement du pays, va aborder pas mal de luttes économiques pour ensuite dériver vers les luttes sociales par rapport à un sentiment évidemment universel, on peut presque dire à la fin des années 60, le soulèvement du peuple, on va dire, mais justement par rapport à l'histoire, là je reviens encore à l'histoire de la Corée avec un grand H, on a quand même connu l'avènement du régime de M. Park, qui justement va extrêmement renforcer la représentation au cinéma, va éviter à montrer trop de représentation sociale, etc. Les années 70 que on surnomme aujourd'hui tout sauf l'âge d'or du cinéma, mais il y a des choses extrêmement importantes et intéressantes qui ont été faites, un véritable travail de défrichage. Cette période-là nécessiterait un vrai travail de défrichage, mais où on va avoir des mélodrames assez moralisateurs, presque propagandistes. On va avoir beaucoup de films où les femmes quittent à nouveau le foyer, etc. Et pour être punies, vont tomber dans une sorte de prostitution, ou du moins vont servir de l'alcool aux hommes. Encore une fois, je prends pas mal de raccourcis, évidemment, mais voilà. Dans les années 80, à la fin de la période du régime, eh bien, on va avoir une ouverture
et des mélodrames qui vont tendre de nouveau vers des sujets très contemporains, extrêmement socialistes, qui vont aller en s'accroissant dans les années 90 et 2000 avec le renouveau, comme vous le savez sans doute pour beaucoup. Il y a une spécificité aussi la deuxième période des années 90, des mélodrames romantiques. Il y a un véritable âge d'or des mélodrames romantiques qui subsistent. Par rapport au mélodrame d'aujourd'hui, il y a un sous-genre extrêmement intéressant qui tend vers un mélodrame socialiste. Et là, je vais vous montrer une petite bande-annonce d'un film qui a fait beaucoup de bruit, qui a très bien marché, qui s'appelle On Board. 긴급 속보입니다. 전 SJ 교수 김경호 씨가 교수 지휘 파기 청소심에서 패소하자 재판장의 집을 찾아가 석공을 쏜 사건이 발생했습니다. 이번 사건을 법치주의에 대한 중대한 도전이자 사법부에 대한 테러로 규정해 엄단하겠다고 밝혔습니다. 안녕하십니까, 박주희입니다. 시작해봅시다. 활을 가져갔고 발사했죠? 우발적 발사물 쐈고 안 쐈어요. 안 쐈어요. 배에 꽂혔죠? 안 꽂혔습니다. 의사나 뭐 그런 사람들이 다 합작해서 거짓말을 하는 것인가요? 박봉준은 부러진 화살이 증거물이라고 진술했는데 검찰에선 멀쩡한 화살을 내놨습니다. 둘 중 하나는 분명히 거짓말 아닙니까? 이거에 말 끊지 마세요. 주인이 부러진 화살을 발견 못했다면 어디로 갔죠? 에? 전문가한테 좀 맡기세요 좀. 대한민국의 전문가가 어디 있어요? 사기꾼 빼고. 순진한 다윗과 야만적인 골리앗의 싸움이야. 이건 독재입니다. 끝이 뭉툭하고 부러진 화살이 왜 없어졌는지를 밝히는 자는 필요합니다. 받아들이지 않겠습니다. 다시 불러 재확 확인해야만 합니다. 채택하시기 바랍니다. 이미 기각했습니다. 이게 재판입니까? 경인, 저 사람 감치식세요. 이게 재판입니까? 개판이지? 재판장 신지열 씨를 직무유기로 고발합니다. 세게 나올 겁니다. 좀 더 세게 나가야죠. Coming Soon, bon, il est déjà sorti depuis pas mal de temps. Une bonne annonce sous-titrée parce que malheureusement le film n'a pas encore profité d'une sortie française, ce qui est fort regrettable parce qu'il est extrêmement intéressant, notamment dans, encore une fois, le cheminement du mélodrame tel que je vous l'ai raconté. C'est un film semi-commercial, c'est un film fait avec peu de moyens, mais avec un grand studio derrière, etc. Je pense qu'on sent véritablement l'influence d'un certain cinéma d'auteur et plus indépendant, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui prend racine dans un film plus commercial. Vous avez vu, c'est bien souligné avec des belles images, des bons acteurs, avec de la belle musique assez pompeuse, etc. Mais avec un vrai fond derrière. C'est tiré d'un fait divers réel qui permet donc une identification par rapport à un sujet contemporain, une histoire réaliste, beaucoup plus facile qu'une fiction, et qui va puiser dans un fond socialiste, puisqu'il va remettre en cause en fait certaines failles du système judiciaire coréen. Et donc ce film est devenu un véritable phénomène puisqu'il a créé un certain soulèvement en fait, par rapport à des accusations, etc. Bref, il est sorti en même temps qu'un autre film qui s'appelle Silenced et qui a dénoncé certains, comment on appelle ça, des abus sexuels en fait qui était commis, qui était un sujet extrêmement tabou avant et qui a été révélé par rapport à Silence, donc des films, véritables phénomènes de société qui existent aujourd'hui dans le cinéma coréen. Et là j'ai envie de faire un autre focus par rapport à la représentation de la réalité dans le cinéma coréen qui est assez passionnante et pour moi un véritable trait caractéristique du film. Encore une fois, par rapport aux exemples que j'ai pu vous donner par rapport au premier film, c'était des histoires
avec des sujets contemporains extrêmement durs, hein, encore une fois mélodramatiques, mais assez réaliste, encore une fois. Rien que le fait d'être pris dans des sujets contemporains, voilà. En revanche, c'est un réalisme un peu empoulé. C'est du réalisme pour faire du réalisme. Encore une fois, on est là encore sous l'occupation japonaise, donc c'est une certaine image qu'on a voulu donner à l'époque. Et je vais souligner mes propos par rapport à un autre extrait, un film de 1941, enfin, l'un des rares à avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. Je vais avancer un petit peu. Cet homme recueille en fait les orphelins. Ce film s'appelle Angels on the Street. A été retrouvé il y a quelques années seulement. Je m'excuse encore une fois pour la mauvaise qualité de l'image. Donc on est dans la représentation d'une certaine réalité, encore une fois, la vie dans un orphelinat improvisé. Bon, je suis allé un petit peu loin, je m'en excuse. Hop, parce que je vais chercher, voilà. C'était des représentations du soi-disant quotidien. Donc voilà, tout le monde met la main à la pâte, le petit sait manier le marteau. Si. Le tout ponctué par une bonne musique entraînante. Donc voilà, un certain réalisme qui marche, hein, qui est extrêmement bien mis en scène, très joli, encore une fois la musique marche parfaitement bien, mais qui, voilà, sans réel, sans être réel. Hein. Encore une fois, tout le monde sourit en s'acquittant de ses tâches, ils sont quand même assez bien habillés, alors que les conditions étaient précaires, etc. Bref, un film tout à fait classique pour cette période de production. En revanche, c'est quelque chose que les réalisateurs des années 50 ne voudront plus du tout représenter, en fait. Déjà, on arrive après l'occupation japonaise à une démocratisation, à une envie de donner toute une autre image, une représentation de la Corée, et vers quelque chose de plus réaliste. On sort également évidemment de la Seconde Guerre mondiale, donc il n'y a plus beaucoup d'infrastructures, beaucoup de choses sont détruites, c'est extrêmement difficile de reprendre une activité cinématographique, donc forcément on fait avec ce qu'on a, avec des décors naturels, en partie détruits, et on va retrouver dans pas mal de films des années 50 eh bien, quelque chose qui serait de l'ordre du néo-réalisme italien. C'est extrêmement intéressant également dans le développement de cette représentation du réalisme parce que les réalisateurs dans les années 60 vont totalement repenser en fait leur manière de mettre en scène. En fait, ils vont véritablement creuser la psychologie des personnages. Ils vont beaucoup s'attarder sur des petits gestes, en fait, sur des mains,
sur le regard, sur des petites choses qui trahiraient l'intérieur, la psychologie, encore une fois, des personnages principaux, ce qui n'était absolument pas le cas dans le film des années 40 et 50. Et je vous invite à regarder le chef-d'œuvre, pour moi l'un des plus beaux films jamais réalisés, qui est La Servante, où vous verrez vraiment cette représentation-là. En fait, après, on s'éloigne au fur et à mesure dans La Servante du réalisme qui est extrêmement présente au début, hein, on représente une famille, etc. La fin du film va aller vers un lyrisme exacerbé, encore une fois, par rapport à la mise en scène en elle-même, par rapport au fait de filmer des personnages, etc. Eh bien, on s'approche au plus près des personnages. Encore une fois, il y a eu un vrai coup de tonnerre dans le cinéma coréen par rapport à cette représentation de la réalité dans les années 80, surtout la fin des années 80, avec la démocratisation totale, où on pouvait aborder beaucoup de sujets qui ont été tabous auparavant. Il y avait un certain courant socialiste avec des jeunes qui se sont regroupés en collectif, qui avaient envie de donner une autre image par rapport à ce qui a pu être représenté à l'écran auparavant, qui ont fait des choses extrêmement vraies, extrêmement pures, extrêmement véridiques, des véritables témoignages d'une certaine époque par rapport à ces films. Et encore une fois, un courant qui a tout naturellement évolué dans les années 90, c'est lorsqu'il y a eu le renouveau, lorsque tout était possible dans le cinéma coréen, où on a eu d'une part une fictionnalisation, je n'arriverai jamais avec ce mot, donc quelque chose de plus foncièrement cinématographique, mais de l'autre côté aussi avec une représentation beaucoup plus réaliste d'une Corée contemporaine, notamment par des petits films d'auteur. Et si pour moi, au début des années 2000, eh ben, on a eu un petit peu un contre-coup, c'est-à-dire que dans le monde, le cinéma coréen était connu pour celui qui était en plein renouveau, on avait un Old Boy, etc. Lorsqu'on prend une loupe, eh ben, on sent la mainprise de certains studios, d'une certaine industrie de musique, une professionnalisation qui tentait d'écarter justement tout ce qui était plus film d'auteur, petits projets, etc. Et heureusement, selon moi, on a l'avènement d'une nouvelle génération au jour d'aujourd'hui qui prend ses caméras, qui va filmer grâce au numérique en fait ce qui les entoure, qui ont des vraies questions, c'est-à-dire que pour la plupart ils sont nés à des périodes où la Corée allait bien, allait de l'avant, etc. Et bien ces jeunes, ils vont chercher à briser certains sujets qui étaient tabous encore jusque dans les années 90, je pense à l'homosexualité, à la xénophobie. En fait, ces jeunes ont envie de parler de ces choses-là et ils dénoncent également ce qu'on considère aujourd'hui comme le renouveau économique, l'explosion économique. Et ben, eux, ils disent qu'il y a pas mal de gens qui sont laissés un petit peu sur le côté, que ce renouveau économique ne profite pas à tous. Et donc on a des films absolument passionnants qui creusent ce sillon. Et là, je voulais balayer rapidement en fait le cinéma d'auteur et le cinéma commercial en fait qui existe. Parce que ça c'est quelque chose, surtout en France, qui est extrêmement mal perçu. Les grands représentants souvent cités du cinéma coréen pour les Français, ou une certaine intelligentsia française, ce sont Kim Ki-duk, Hong Sang-soo, Im Song-soo, ces gens-là. Or, Kim Ki-duk n'a eu que 2 demi-succès, sinon ces films n'ont pas été montrés en Corée ou alors ont fait très peu d'entrées, et Hong Sang-soo c'est quelqu'un qui draine à peine quelques milliers de spectateurs dans les salles en Corée. Lorsque vous citez le nom de Hong Sang-soo, personne ne le connaît, alors que chez nous, il fait la couverture, le cahier des cinémas de Positif, il est encensé un peu partout, que ces films seront attendus selon la presse comme le dernier carton, alors que lorsqu'on regarde aussi les chiffres dans les salles, eh bien c'est pas si faramineux que ça. Donc il faut vraiment faire la différenciation. Encore une fois, ces gens, les films d'auteur sont peut-être 10% de ce qui se tourne actuellement en Corée, hein, donc il y a quand même une industrie cinématographique qui est à 90% absolument pas représentée en France. Peut-être il y a quelques films qui sortent en DVD, souvent d'action,
parfois d'horreur, mais maintenant le cinéma asiatique d'horreur n'a plus le vent en poupe, hein, donc il n'y en a plus beaucoup non plus. Et il y a un vrai écart qui existe et il faut vraiment faire très attention lorsqu'on tente de définir ce courant de cinéma d'auteur et commercial. Mais encore une fois, je vous lance beaucoup de perches. En fait, j'aborde pas mal de choses par rapport à des traits caractéristiques et on pourra l'approfondir dans le débat, en fait, par la suite. Oui, par rapport à d'autres traits également, je vous le disais, si le mélodrame représente 50 à 70% en sens large des genres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 2 ou 3 genres dans le cinéma coréen qui existent, évidemment. Le cinéma coréen, pour moi, que n'importe quel autre cinéma en Asie, représente un incroyable éclectisme, une véritable diversité et la mixité. Et là encore, il faut que je reprécise certaines choses, c'est-à-dire que cette mixité, cette multiplication de genres au sein d'un seul et même film est un courant assez général en Asie. Ce n'est donc pas seulement spécifique au cinéma coréen, en revanche le cinéma coréen a quand même une certaine spécificité, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'en Asie, le cinéma est avant tout quelque chose de commercial, quelque chose qui doit rapporter de l'argent. Ce n'est absolument pas perçu comme en France, comme quelque chose qui pourrait être de l'art. Encore une fois, la Corée est parmi les seuls cinémas asiatiques qui disposent d'un cinéma d'auteur, qui ont quelques salles de diffusion, pas tant que ça, mais qui n'ont absolument pas non plus le réseau d'art et essai que nous avons encore pour l'instant en France, et j'espère encore pour quelques temps. Donc il faut faire le plus d'argent, il faut toucher le plus de monde. Alors que dans un cinéma foncièrement occidental, on dit qu'un polar est un polar, un film d'horreur est un film d'horreur. La plupart des producteurs asiatiques ne pensent pas pareil, ils pensent qu'il faut sortir, il faut que les gens aillent en famille au cinéma. Donc il faut mêler de l'action pour les hommes avec une belle romance pour les femmes et un peu d'humour potache pour les gamins. Donc il n'est pas rare que vous voyez un braquage de banque qui tourne mal avec des balles dans la tête en très gros plan, etc. Avant que le malfrat se réfugie dans le bras de sa belle blonde qui est... enfin non, pas blonde, on a dit. Qui est atteint d'un mal incurable, avant que ça vire vraiment vers un mort potache où il y a un tigre qui lui fait pipi dessus et avant la scène de chasse finale. Et ça c'est plutôt le cinéma thaïlandais qui met toujours des petits tigres qui font pipi sur les héros. Voilà. Donc vous allez retrouver ça dans pas mal de films coréens également, ce mélange assez curieux qui peuvent frapper le spectateur occidental qui n'a pas l'habitude de voir une multiplication de genres. Et ça peut rebuter dans un certain temps, parce que, encore une fois, notre regard n'est pas habitué, comme ça a été le cas pour moi, eh bien, fasciné, parce qu'on ne sait jamais le dénouement, on ne sait jamais où l'intrigue va aller par la suite. Et justement là, je vais vous montrer la fameuse bande-annonce de deuxième plus gros succès de tout le temps, Miracle, qui donc là dit un pur film mélodramatique. 헌법 287조 미성년자 약취 유인죄. 안녕하세요. 이영구 1961년 1월 18일 태어났어요. 재앙절개. Vous avez entendu le petit roar, comme si on passait un disque à l'envers, le temps va changer. 아팠어요. 내 머리 컸어. 내 상태 왜 이래 이거? 뭐 필요한 거 있어? 이영구 딸 예슬 보고 싶어요. 여기 줄 거예요. 여기는 학교예요, 학교. 학교 아니야. 가면 다 나쁜 사람들. 학교가 아닙니다. 이거는 아버지 드셔보고 타야 합니다. 와, 예쁘다. 네.
아빠 딸로 태어나서 고맙습니다. Tout y est. Vous avez du polar au début, enfin quelque chose d'assez intriguant, voilà, un monsieur qui est arrêté, qui est mis dans une cellule. On part dans quelque chose de comique, avec des petits bruitages, etc., des personnages un peu loufoques, qui se retrouvent dans une cellule, ma foi, fort agréable. Et on comprend que le héros principal est un peu simple d'esprit. C'est effectivement ça. Ses coéquipiers, enfin ses co-détenus vont s'efforcer à ramener en fait sa fille, qui est pour lui tout, dans la cellule. Donc ils vont réussir, quelque chose d'absolument fantastique. Je ne sais pas dans quelle prison au monde ce serait possible, mais peu importe, on est en plein dans une fiction, avec un côté très mignon. Donc ils vont lui faire des petits volets, etc., où il y a la lune, pour arriver à quelque chose d'assez dramatique, légèrement esquissé. Il y a des larmes, la fille de l'autre côté des barrières. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est au début, au milieu, à la fin? On ne sait pas. On veut le savoir. On va courir voir le film. C'est un carton plein en Corée. Encore une fois, quelque chose d'extrêmement spécifique. Et là où je dis que le cinéma coréen se distingue de beaucoup d'autres cinémas asiatiques, c'est dans sa manière de plier quand même quelque chose. C'est-à-dire que dans la plupart des autres pays asiatiques, on va avoir une multiplication des genres dans un seul film. En Corée, on va tenter de faire encore mieux. On va tenter de faire un film d'horreur, mais sans une goutte de sang, par exemple. On va faire une comédie où le personnage principal meurt à la fin. On va faire tout un tas de choses, en fait, pour non pas seulement s'approprier des genres, mais en plus jouer avec ces genres. Et je pense notamment à un réalisateur comme Kim Ji-woon, que vous connaissez peut-être pour avoir fait Le Bon, la Brute et le Cinglé, qui a démarré dans le cinéma par faire un film qui s'appelle Quiet Family, qui était une comédie horrifique, on va dire, qui a fait Deux Sœurs, Tale of Two Sisters, qui était de l'horreur sans vraiment l'être, enfin extrêmement cérébrale, qui a fait un film d'action, donc qui change déjà de genre à chaque nouveau film, mais qui va se l'approprier en fait, qui va faire encore quelque chose de beaucoup plus inattendu. Encore une fois, Le Bon, le Brut, la Brute, les Cinglés est un western, donc il y a quand même certains standards. C'est un western kimchi, donc un western foncièrement coréen, avec des séquences attendues et d'autres beaucoup moins. Encore une fois, ce n'est pas le premier western coréen qui a été tourné, ni le premier western de l'histoire du cinéma asiatique. Il y en a eu pas mal, mais encore une fois, il y a des scènes qui sont assez standardisées, qu'on a pu voir aussi chez Takashi Miike, Sukiyaki Django Western, où encore une fois, elle se l'approprie par rapport à un western japonais, mais encore une fois, Kim Ji-woon va une étape plus loin, en fait, il va vraiment modifier les standards. Et je pense également à Je rencontrais le diable, c'est ça, I Saw the Devil, où là on va s'attendre au polar coréen connu pour ce qu'il est depuis surtout Old Boy pour un public occidental, donc le bon contre le méchant. J'ai rencontré le diable, donc en fait en gros c'est un policier qui va vouloir venger la mort assez atroce de sa femme tout au début du film par rapport à un psychopathe. Donc on sait qu'on va assister à la traque de ce psychopathe, un schéma assez récurrent dans le cinéma mondial, voire dans le cinéma coréen, et dans un cinéma coréen fait pour l'exportation aussi. Mais là où Kim Ji-woon va surprendre, c'est que en fait ce policier, sans trop vous dévoiler, en fait va faire avaler un traceur GPS à ce psychopathe, et à chaque fois que le psychopathe va frapper, va vouloir tuer une nouvelle victime, hop, le policier intervient au dernier moment pour, mais vraiment le passer à tabac d'une manière absolument monstrueuse, et il a le cœur bien accroché avant de voir le film, pendant que vous voyez le film. Et là, on est rentré dans un schéma où justement tout
tout se brouille en fait. On ne sait plus qui est le bon, qui est le mauvais. Est-ce que c'est le flic qui va torturer finalement ce psychopathe par pur plaisir, par pure vengeance? Et du coup, à un moment, on se dit, parce que le psychopathe se fait passer à tabac pour la 5e fois, le pauvre, ah non, il est méchant à la base, donc non, je ne devrais pas prendre son parti. Mais voilà une vraie force, selon moi, du cinéma coréen, à vraiment se réapproprier des choses qu'on pense universelles et standardisées, en fait. Et ce sera... Je vais m'acheminer vers la conclusion. En fait, c'est vraiment moi. Lorsqu'on me pose la question quelle est la force du cinéma coréen d'aujourd'hui, c'est d'avoir pris quelques influences, encore une fois, degré de force. Bon, voilà, l'occupation japonaise a été ce qu'elle a été. L'importation du cinéma américain à différents stades aussi de l'histoire du cinéma coréen a joué un rôle énorme. Il y a eu une très grande influence dans le cinéma hongkongais dans les années 80-90, qui se reflète encore aujourd'hui. Mais voilà, ils ont pris, ils se sont appropriés de très très belles manières pour faire des choses, selon moi, assez extraordinaires. Et la double réussite là-dedans, c'est non seulement de le faire avec bravoure et d'oublier, de faire oublier, encore une fois, tout ce qui était influence. Un film coréen n'est pas inspiré d'un film japonais. Un film coréen, dans la plupart des cas, n'est pas une pâle copie du cinéma hollywoodien, alors qu'on le dirait d'un film thaïlandais, qu'on le dirait très souvent d'un film indonésien, qu'on le dit très souvent aujourd'hui du cinéma chinois qui cherche en fait à imiter ça. Eh bien non, le cinéma coréen est du cinéma coréen. Ça c'est une très grande force. Et on me pose souvent la question aussi, pourquoi l'attrait des adolescents, des jeunes aujourd'hui pour le cinéma coréen? Ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je pense que dans la plupart des cas, on se situe dans un chemin quand même assez balisé au départ. Encore une fois, on démarre avec un polar, etc. On retrouve certains canons hollywoodiens, mais à un moment donné, il y a une différenciation. Donc, le jeune, comme moi, se situe dans un terrain connu, mais pas tant que ça. Donc, il va prendre un chemin, mais avec plein de surprises. Et ça, c'est une véritable force, une force d'attraction, selon moi, sur les adolescents. Un autre truc, mais qui m'est un peu plus personnel, c'est, encore une fois, là je reviens par rapport au côté mélodramatique, le Han, qui pour moi est très 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 fort et très représenté dans le cinéma coréen, cette sorte de mélancolie. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu une adolescence un peu difficile, où à un moment donné j'avais les cheveux très longs, enfin je voulais ressembler à un gothique, donc j'étais très séduite par l'idée de la mort, etc. Et tout ce qui était mélancolique me parlait dans la chanson, etc. Et je pense que voilà, cette forme de mélancolie est plus ou moins évidemment perceptible dans pas mal d'œuvres coréennes et peuvent avoir un certain attrait de fascination, mais encore une fois, dans un côté extrêmement positif de la chose. Et dernière des choses aussi, parce qu'on me les fait très très souvent remarquer, les visuels. On me parle de la beauté des films coréens, et notamment tout au long des années 2000, on voit une véritable progression quand même dans tout ce qui est image. Et pas seulement image, quand on a la chance, enfin quand on s'intéresse un petit peu à voir leur artwork, tout ce qui concerne les affiches, les photos qui sortent autour, etc., on voit qu'il y a eu une importance primordiale qui a été donnée, déjà dans le design des affiches tout au début. Après, tout ce qui est, encore une fois, artwork, donc des photos qui sont faites spécialement pour entourer la sortie des films, qui sont d'une maîtrise impeccable. Et beaucoup d'autres pays asiatiques, parce que avant c'était le Thaïlandais qui était le plus fort, et ben, beaucoup de gens, notamment les Chinois, vont maintenant en Corée pour se faire dessiner des affiches et retravailler, etc., pour ressortir. Et puis, il y a eu une très grande importance qui a été donnée par rapport à tout ce qui est côté formel. Encore une fois, alors qu'on envoyait beaucoup de réalisateurs et des professeurs étudier la cinématographie un peu partout dans le monde, pendant très longtemps, notamment les États-Unis, pas mal aussi en France, et bien aujourd'hui c'est les étrangers qui vont
dans les écoles coréennes pour apprendre à manier la lumière. Donc encore une fois, il y a un vrai travail qui a été donné par rapport à toutes ces techniques visuelles, purement visuelles, du cinéma coréen. Et ça se reflète aussi dans tous les premiers longs métrages ou films de fin d'études. Parce que je suis ça, vous pouvez les voir notamment au Festival franco-coréen, qui se met toujours en honneur pour le diffuser. Et bien vous voyez que ces dernières années, en fait, il y a visuellement des prouesses qui sont faites par les élèves, parfois au détriment du fond, ce que je regrette un petit peu. On va voir s'ils vont trouver l'équilibre durant les prochaines années. Voilà, j'ai vraiment balayé extrêmement large, je le sais, je suis conscient, il y a plein de choses qui auraient mérité de focaliser, mais je vous donne la parole peut-être pour repasser quelques petites choses, pour en discuter, pour me donner tort sur certains points, pourquoi pas.